Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour pour celles et ceux qui étaient déjà là ce matin à notre précédente conférence. Bonjour Sophie. Bonjour Thierry. Et bonjour. Bienvenue à cette 9e édition du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville organisé par Business Immo et la Fondation Palladio. Vous savez qu'un cycle de conférences anime également ce forum. On vous fait découvrir à travers des projets immobiliers et urbains toute la diversité des métiers, la chaîne des acteurs qui conçoivent, qui construisent ces projets immobiliers. Ce matin, c'était la Cité universelle avec GA Smart Building. Et cet après-midi, un projet emblématique à Paris, un autre projet réinventé Paris, l'ancienne préfecture de Paris, le projet Morland. Pour en parler cet après-midi, deux intervenants de Emerige. Yann Bloch, vous êtes directeur général immobilier d'entreprise et international chez Emerige. Et Julien Ribeiro, vous venez tout juste de rentrer chez Emerige. Il y a quelques mois, vous êtes responsable de programme junior immobilier chez Emerige. Comme pour ce matin, peut-être pour rythmer votre présentation, je souhaiterais avec Sophie que vous abordiez les enjeux immobiliers, urbains de ce projet, la diversité des métiers et puis l'enjeu de tous les savoirs qui concourent à la fabrication de ce projet immobilier. Mais commençons avec ce projet que nous allons d'ailleurs découvrir en images aussi au fil de cette présentation. De quoi allons-nous parler ensemble avec ce projet? De quoi s'agit-il? Pouvez-vous nous raconter l'essence et la genèse de ce projet qui n'est pas une construction mais une réhabilitation, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un immeuble emblématique. Vous nous en parlez? Absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, on est là pour parler du projet Morland Mixité Capital. C'est une très grande aventure de restructuration, de renouvellement urbain à l'échelle du quartier de l'Arsenal dans le 4e arrondissement de Paris, puisque le terrain ou l'immeuble objet de la restructuration est l'ancien bâtiment préfecture, bâtiment pour ceux qui ont pu le connaître, dans lequel on allait promoteurs présenter nos demandes d'autorisation d'urbanisme, permis de construire et autres. Et c'est un bâtiment dont on avait coutume de dire qu'on savait comment on y rentrait, on ne savait pas bien comment on en sortait en fonction des discussions qu'on peut avoir sur nos autorisations d'urbanisme. C'est un bâtiment de 44 000 m² qui était à destination exclusivement de bureaux. Architecture d'Albert Laprade, très marquée, très rigoureuse, très stricte de 1960. Et qui avait pour particularité en tant que bâtiment de bureau de ne fonctionner qu'au travers d'un cycle de bureau, donc 5 jours par semaine, et à des heures d'ouverture, on va dire de 8h à 20h. Donc ce bâtiment a été mis dans le cadre du concours Réinventer Paris, initié et conçu par les équipes de la maire de Paris, un parmi 23 sites, concours qui a été lancé fin 2014 auprès de l'ensemble de la profession, à la fois les promoteurs, à la fois les investisseurs, les architectes, l'ensemble du monde de la conception, et auquel donc, on a décidé de répondre. Très bien. On sait qu'aujourd'hui, il est très important d'apprendre à reconstruire la ville sur la ville et que la construction à elle seule ne saurait pas dessiner la ville de demain. Quand vous vous retrouvez lors de cet appel à projet innovant face à ce bâtiment, quelles ont été tout de suite vos lignes directrices, vos objectifs? Comment vous avez visualisé la suite pour ce bâtiment? Alors, j'ai envie de dire, de manière assez évidente, une fois qu'on a imaginé les lignes directrices qui nous ont guidés dès les premières heures, puisque le diagnostic, à nouveau, c'est un bâtiment monoprogrammatique au sein d'un arrondissement à un chiffre et qui ne vivait que 5 jours par semaine. Donc, en fait, on s'est dit, il est indispensable, et pour la ville, et dans le cadre du concours, et dans le cadre du devenir de ce bâtiment, d'en prendre le contre-pied absolu. Et donc le contre-pied absolu, c'est ce qui nous a poussé à définir les 4 axes majeurs que je vais vous présenter, à savoir l'ouverture au public. C'était un bâtiment, certes public, mais extrêmement privé, destiné à la profession, à la préfecture, à l'urbanisme, mais pas du tout au public au sens large. Une mixité d'usage, le contre-pied d'un bâtiment 100% bureau. L'architecture, évidemment, un bâtiment très emblématique, malheureusement extrêmement méconnu des Parisiens. Pourtant, c'est un IGH, c'est un immeuble de grande hauteur, de 16 étages, au cœur de Paris, comme on n'aura pas le droit d'en construire dans les décennies qui viennent. La place de la culture, ça c'est un trait qui est fort à nos sociétés Emerige, puisqu'on est empreint de culture et d'art contemporain dans toutes nos interventions immobilières, et également une place à l'innovation technologique et à l'éco-responsabilité. Alors, on a prononcé tout à l'heure le mot reconversion et on sait à quel point aujourd'hui c'est central dans le débat sur l'immobilier. Vous nous parlez là d'un autre thème très fort et important pour les années à venir, celui de la mixité. Il semble notamment que tous ces appels à projets aient aussi participé à pousser dans le sens de cette mixité. Mais au fond,
En quoi est-ce important de créer de la mixité à l'échelle du quartier et même à l'échelle d'un bâtiment ? La mixité, ça permet d'amener la vie, ça permet d'amener des cycles d'usage qui vont s'étendre beaucoup plus sur des durées beaucoup plus longues. Ça permet également d'utiliser au maximum le mètre carré. On sait que le mètre carré est une denrée rare. Paris est une ville contrainte par son périphérique. Et donc, il nous a semblé, nous, essentiel d'aller tirer la quintessence de chacun des mètres carrés dans son usage. Et donc, ensuite, en termes de mixité, peut-être quelques illustrations de notre ambition. En termes de partage de la programmation, on a développé pas moins de 11 usages au sein d'un bâtiment. La somme de ces usages, on aurait pu l'imaginer à l'échelle d'une ZAC, à l'échelle d'un quartier, étalé à l'horizontale. Nous, on a pris le parti de développer ça à l'échelle d'un bâtiment de 44 000 m². Encore une fois, ou 43 600 pour être précis. Ce n'est pas un potentiel qu'on a tous les jours dans Paris, a fortiori dans un arrondissement à un chiffre. Donc on a voulu s'imposer ou relever ce défi qu'on s'est imposé à nous-mêmes. Donc pour dérouler l'ensemble des usages, on s'est aussi dit que dans la mixité, ce n'est pas uniquement une collection d'usages ou très segmentants ou d'usages destinés à une certaine catégorie de population ou de voyageurs. Et donc, à chaque fois, on a essayé d'avoir vraiment le pendant de chacun des usages. Donc je vais commencer par l'hôtel. On développe un hôtel de 161 clés avec la marque SO, qui est une marque du groupe Accor. Ce sont des hôtels qualifiés de lifestyle aujourd'hui qui tournent énormément autour du F&B. En face d'un hôtel 5 étoiles, on y met une auberge de jeunesse. Des jeunes voyageurs, des backpackers qui vont venir de l'Europe entière sur 404 lits. On est sur 4000 m². Et là, on a pris le pari de travailler avec une société qui s'appelle France Hostel, qui a été développée pendant le concours par deux jeunes deux trentenaires, extrêmement dynamiques. Et on a pris le parti de les embarquer avec nous dans l'équipe du concours et de répondre avec eux alors qu'ils étaient en création de société. Aujourd'hui, ils ont un superbe parcours. On est ravis de les avoir emmenés avec nous. On développe également un Paris Art Lab. Donc ça, c'est le groupe Emmerich qui va l'exploiter avec une personne qui s'appelle Marc-Olivier Valère, qui est un ancien directeur du Palais de Tokyo. Ça va être le poumon culturel et artistique de l'ensemble immobilier Morland. Un marché alimentaire qui est exploité également par un binôme de jeunes créateurs d'entreprises qui s'appelle Terroir d'Avenir, qui a pour particularité de travailler directement du producteur au consommateur sans passer par l'ensemble de la chaîne des intermédiaires du monde alimentaire. Des commerces qui sont en cours de commercialisation sur 11 cellules qui vont animer l'ensemble du socle du bâtiment. Une crèche de 66 berceaux avec une crèche associative qui s'appelle Crescendo. Une piscine et un fitness. Des logements sociaux et intermédiaires, logements en accession et des bureaux. La particularité peut-être de ce mix, également pour revenir sur l'usage poussé à son maximum de chacun des mètres carrés, on sait tous quand on veut développer une piscine, par exemple, un équipement public ou privé tel qu'une piscine, que c'est très compliqué à faire fonctionner économiquement. Là, l'intérêt de la piscine, c'est qu'elle va avoir 3 familles d'usage, à la fois les membres du club fitness qui pourront y accéder, l'ensemble de la clientèle de l'hôtel. Donc l'hôtel a à sa disposition une piscine sans pour autant en avoir la contrainte de l'exploitation. Et également, parce qu'on sait bien qu'à Paris, il y a un sujet autour des piscines, et bien la piscine va être ouverte 4 demi-journées par semaine aux écoles du quartier, aux enfants du quartier, dont le programme d'éducation, la natation fait partie du programme d'éducation. Voilà, ça c'est un exemple, j'en ai plein d'autres, j'en ai sur la crèche, j'en ai sur les bureaux, etc. Mais c'est aussi dans ce sens-là qu'on a été chercher la mixité pour pouvoir aller chercher de la cohérence et de la cohésion entre les différents usages. Une mixité d'usage qui finalement crée de la mixité tout court, que ce soit sociale, générationnelle, etc. Et qui crée du vivre ensemble finalement. Absolument. Si on prend, on pourrait s'amuser à prendre un parcours de vie au sein de Morland. Je peux y habiter, je peux y déposer mes enfants à la crèche, je peux y travailler, je peux emmener un client en salle de réunion dans le business center de l'hôtel, je peux faire un after work au bar de l'auberge de jeunesse. Je peux aller faire un dîner peut-être un peu plus qualitatif au dernier étage dans le restaurant panoramique du dernier étage de la tour, etc., etc. Donc c'est aussi un lieu de vie. Évidemment, tout ça étant largement ouvert à l'ensemble des riverains, des publics, des voyageurs, des visiteurs, des Parisiens. Le but du jeu, évidemment, c'est que ça s'adresse au plus grand nombre et donc à tous. Et puis, il y a aussi une dimension particulière dans ce bâtiment. Vous l'avez rapidement effleuré tout à l'heure, avec une dimension artistique, avec, si je ne m'abuse, un partenariat fort avec un artiste internationalement réputé. Vous nous expliquez pourquoi et comment ?
Alors peut-être en répondant à votre question, ce que je vous propose, c'est une petite balade dans le projet. Ça va me permettre de compléter ça. Et je vous emmène sur une petite visite en images. Le partage du temps, on en a parlé. On a transformé un bâtiment qui vivait aux horaires de bureau en un bâtiment qui va fonctionner H24, 7 jours sur 7, au travers de ces différentes fonctions. Et donc c'est un bâtiment, c'est un nouveau lieu de vie qu'on a pour ambition de créer. Juste pour rester une petite seconde là-dessus, ça semble important aussi parce que c'est donc l'autre volet de cette mixité, c'est finalement une intensification des usages. On le disait, l'heure est à la reconstruction de la ville sur la ville pour éviter l'étalement, etc. Mais on sait aussi que justement, pour répondre aux enjeux tant sociaux que écologiques qui se présentent à ceux qui font l'immobilier aujourd'hui et à ceux qui le feront demain, il va falloir intensifier les usages. On voit là clairement un beau cas d'école de ce que peut devenir un bâtiment vivant 24 heures sur 24. Complètement, c'est exactement ça. Et encore une fois, ça n'a pu être possible que par l'imbrication des programmes au sein d'un même bâtiment. Mais visitons. Alors, la visite, là, vous avez une image vue du ciel. On parlait d'intervention artistique. Je n'ai pas parlé de l'équipe qui est quand même très importante de concepteurs. On a été chercher très très vite David Chipperfield, qui est un architecte anglais. Mais on a surtout été chercher ses associés de la deuxième plus grosse agence du cabinet qui est basée à Berlin. Pourquoi ? Parce que pour apprécier, renouveler et restructurer l'architecture d'Albert Laprade, qui encore une fois est extrêmement rigoureuse et stricte, on s'est dit qu'aller chercher des gens d'Allemagne habitués aux restructurations plutôt d'Allemagne de l'Est n'était pas forcément une mauvaise idée. Ils sont prêtés à l'exercice de manière tout à fait satisfaisante de notre point de vue. On les a associés à un cabinet d'architecture qui s'appelle Calc, et on a donc, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, été chercher également un artiste international qui s'appelle Olafur Eliasson, et à qui on a confié 2 concerts avec David Chipperfield, la mission de créer une façade associée à une œuvre d'art sur les 2 derniers étages de la tour. Donc 15e et 16e étage, on a quelques images. C'est un petit peu compliqué à illustrer en images, mais je vous inviterai évidemment à venir les voir en grandeur nature ultérieurement. Donc là, vous êtes à la sortie du métro face au pavillon de l'Arsenal, en face de la bibliothèque de l'Arsenal, et vous devinez le futur bâtiment qui est l'auberge de jeunesse, le bâtiment vitré qui vient se poser sur des arches. Donc la vision et l'appréciation de David Chipperfield a été de dire: je vais d'abord commencer par respecter le patrimoine existant, je vais le remettre au goût du XXIe siècle, mais je vais surtout le préserver. On a, avec le cabinet Encore Heureux, énormément travaillé à minimiser l'impact sur l'existant, lui redonner une nouvelle vie et travailler sous forme de greffe complémentaire sur la base de cet existant. Et donc, une des premières greffes, c'est l'écriture extrêmement contemporaine de David Chipperfield au niveau des arches que vous voyez. L'image est un peu écrasée, mais il faut imaginer des arches coulées en place sur 6 mètres de haut. Donc, elles font 2 étages, à peu près en élancement. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et en complément de ça, une écriture beaucoup plus simple, beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, de bâtiment neuf, qui est celui que vous voyez ici, qui est l'auberge de jeunesse. On rentre là à l'intérieur d'une cour, on pourrait presque parler d'un cloître, d'une cour végétalisée par Michel Desvignes, qui intervient en tant que paysagiste, et qui dessert tout à son pourtour des accès à des commerces qui vont venir justement animer tout ça. Je précise que cette cour est privée, mais pour autant ouverte H24. À l'ensemble, elle ne sera pas clôturée. Une vraie porosité avec le quartier créée aussi par ces arches, justement. Absolument, une vraie porosité qui nous emmène à la création d'une rue intérieure qui va faire la jonction entre le boulevard Morland et le quai Henri IV. Et la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il débouche directement sur la fin de la fermeture des quais. Et donc l'escalier au bout du bâtiment vous emmène directement sur les berges de la Seine. Donc on a créé un parcours entre la sortie de métro et l'accès directement aux berges de la Seine. Et là, donc, on se situe au pied de la tour, qu'on va équiper également de commerce. En avançant un petit peu, on retrouve dans la partie arrière un marché dont je parlais tout à l'heure, qui va être primeur, boucherie, poissonnerie, etc. On pourra également s'y restaurer. Vous avez une vue latérale là, avec un bâtiment de bureau qui commence à se développer au-dessus. Et là, vous êtes sorti, vous avez la Seine dans le dos. Et vous avez également le bâtiment de bureau, toujours une écriture extrêmement simple d'un bâtiment neuf qui vient se poser sur l'intervention artistique assez forte de David et de son équipe. Et en dernière image, donc, on retrouve de l'agriculture urbaine, le 11e programme qu'on a développé sur les toitures des bâtiments de logement. Et vous devinez en haut à droite, exprimé en image, le début de l'intervention artistique de Olafur Eliasson.
Vous commenciez tout à l'heure, en début de votre intervention, à parler des différents partenariats que vous avez noués. Peut-être l'occasion est justement de revenir sur les différents métiers et les différents savoir-faire nécessaires aujourd'hui sur ce secteur. Oui, parce qu'en fait, 11 usages, ça veut dire 11 équipes projets. Comment vous êtes organisé sur ce projet? Comment l'ensemble des équipes et les métiers au travers de ces équipes sont organisés? Alors en fait, la première des difficultés, effectivement, c'est de considérer l'objet non pas comme un projet de 43 000 m², mais comme effectivement une somme de 11 projets. Donc au niveau, alors on ne va pas le retrouver là, mais au niveau de la maîtrise d'ouvrage, déjà, on a, donc dans mes équipes, j'ai un directeur opérationnel qui lui-même a 2 directeurs de programme et 2 responsables de programme junior, dont Julien qui pourra témoigner de sa fonction, nouvellement arrivé chez nous depuis 2 mois tout à l'heure. Ensuite, on anime évidemment une équipe assez conséquente, voire extrêmement conséquente, de concepteurs qui nous amène à côtoyer des concepteurs internationaux, donc David et ses équipes de Berlin, Olafour qui travaille également à Berlin, mais également un certain nombre d'assistants maîtres d'ouvrage, également des ingénieurs, également des bureaux d'études, etc., etc. On a parallèlement à ça des utilisateurs avec lesquels on va travailler au quotidien pour les accompagner dans le développement de leur implantation. Je parlais d'utilisateurs comme le groupe Accor, des gens extrêmement structurés, extrêmement professionnels, qui connaissent parfaitement leur métier et donc avec lesquels on va travailler de manière assez évidente. Et puis des gens beaucoup plus nouveaux dans le métier, des créateurs d'entreprises, que sont notamment les équipes de France Hostel, jeunes créateurs avec lesquels on a fait les premiers pas de leur vie d'entrepreneur. On les a accompagnés dans ces premiers pas et on a coécrit avec eux, co-conçu la première auberge de jeunesse qu'ils allaient exploiter. Vous, Julien, je crois que vous étiez l'année dernière, à cette même date, ici au Forum, parmi le public. Vous venez de rentrer il y a quelques semaines, quelques mois chez Emerige. Vous faites quoi sur ce projet? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis entré effectivement il y a 2 mois chez Emerige en tant que responsable programme junior. Et Emerige m'a confié la responsabilité de la maison du projet. Donc ce qu'il faut savoir pour la maison du projet, donc c'est un bâtiment éphémère qui est dédié, qui est un véhicule de communication pour le projet Morland, qui a pour but, donc c'est un lieu déjà avant tout de communication, d'accueil, de présentation du projet Morland pour tous les riverains et les différents professionnels du projet. Donc ensuite, la maison du projet est aussi, participe aux événements artistiques de la ville de Paris, comme la Nuit Blanche de 2019 que l'on pouvait voir. Et puis c'est aussi un lieu d'animation dans lequel il y a des différentes conférences, ateliers, tels que des ateliers culinaires. Et puis c'est aussi un lieu d'animation pour lequel la maison du projet organise des animations avec des enfants, des ateliers pédagogiques qui a pour but de les sensibiliser au développement durable et au réemploi des matériaux. Donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la maison du projet, c'est aussi un projet qui s'est développé dans une démarche de réemploi. Donc actuellement, la maison du projet a été construite avec 60% de matériaux recyclés en provenance du bâtiment Morland existant. Et votre rôle à vous, au sein de toute cette aventure de la maison du projet? Alors dans mon rôle chez Emerige, donc c'est avant tout c'est la coordination de la maison du projet. Donc à savoir s'assurer du bon fonctionnement de la maison, et puis interagir avec les différents acteurs qui utilisent la maison du projet. Chez Emerige, Julien vient de rentrer il y a quelques mois. Quel type de profil vous recherchez sur le projet Morland, mais en général sur vos autres projets? Emerige, je crois, a fêté récemment ses 30 ans, ou va fêter ses 30 ans d'existence. Voilà. Quel type de profil, quel type de métier? Et puis qu'est-ce que vous leur demandez à vos candidats, à vos collaborateurs, comme qualité, comme compétences? Alors,
Moi, je représente aujourd'hui le pôle tertiaire, mais chez Emerich, on a un promoteur assez complet, puisqu'aujourd'hui, on a donc on a 30 ans, vous l'avez dit, hein, c'est une maison qui a été fondée en 1989. On a la particularité d'être promoteur indépendant. On ne dépend pas d'un grand groupe, d'un grand industriel, on n'est pas coté, donc on a une relative autonomie dans nos choix, dans nos décisions. Et on est aujourd'hui axé sur deux métiers principaux. Le métier du résidentiel, essentiellement développé en Île-de-France, où on développe aujourd'hui à peu près un peu plus de 2000 logements annuels sur l'Île-de-France, et les métiers du tertiaire, donc tout ce qui n'est pas résidentiel, du bureau, de l'hôtellerie, du commerce, où on a un peu plus de 200 000 m² en cours de développement, de construction sur l'Île-de-France. Et une activité internationale en Espagne également. En fonction de ça, on va aller chercher des profils, bon, j'ai envie de dire classiques dans le monde de l'immobilier. On est promoteur immobilier, donc on va aller chercher des responsables de programme, on va aller chercher des responsables techniques, on va aller chercher des responsables de clientèle, de vente, de marketing, de communication. Pour la partie métier de promoteur à proprement dit, mon point de vue, c'est que c'est un métier qui est accessible à beaucoup de formations. Des gens qui peuvent venir d'univers très variés. Les voies privilégiées restent les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, bien sûr, en fonction de ou responsable technique ou responsable de programme. Mais j'ai envie de dire que toute personne qui fait preuve de bon sens, qui fait preuve de pragmatisme, qui fait preuve d'engagement et qui va faire preuve évidemment de créativité et de rigueur, a sa place, de mon point de vue, chez un promoteur immobilier, parce qu'on a l'avantage d'avoir un métier qui est vraiment pluridisciplinaire. On va s'adresser à des notaires, on va s'adresser à des avocats, on va s'adresser à des investisseurs, des utilisateurs, connus ou en développement. On va s'adresser à des concepteurs, des ingénieurs, des gens très très techniques, très très pointus. On peut pas être omniscient. Par contre, avec du bon sens, un peu de curiosité, on est capable d'aller s'intéresser, poser les bonnes questions et donc concevoir et faire concevoir et s'entourer pour concevoir les projets dont on a envie. Julien, vous avez quelle formation ? Alors moi, j'ai une formation ingénieur, donc j'ai fait une classe préparatoire en amont. Et puis ensuite, donc une formation ingénieur spécialisée dans le génie industriel. Et j'ai ensuite décidé de me réorienter vers la maîtrise d'ouvrage. Et j'ai réalisé un master spécialisé à l'ESTP, un master spécialisé en maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière, ce qui m'a permis d'intégrer par la suite Emerich. Et pourquoi Emerich plutôt qu'un autre ? Alors pourquoi Emerich ? C'est déjà via le réseau ESTP que j'ai pu acquérir. J'ai pu rencontrer l'équipe de Morland, qui m'a tout de suite décrit sa volonté de vouloir former un jeune comme moi, fraîchement diplômé, pour intégrer leurs équipes. Et puis j'ai intégré aussi Emerich avant tout pour le projet Morland, qui, comme l'a dit Yann, est un projet emblématique, un des projets phares de Emerich. Et c'était une opportunité pour moi, en tant que jeune diplômé, unique, qui se représentera sûrement peut-être pas au cours de ma carrière. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer Emerich. Vous êtes dédié à 100% sur ce projet ou vous avez vous faites d'autres choses chez Emerich? Non, je suis dédié à 100% à 100% au projet. sur le projet. On voit, Yann, Julien, à travers votre présentation, que vous êtes bien sûr passionné. Enfin, c'est un projet incroyable et emblématique. Qu'est-ce qui peut-être vous agace un peu dans ce métier, dans l'univers, dans ce projet? Qu'est-ce qui vous énerve au quotidien? S'il y avait quelque chose passé qui vous a agacé ou au contraire quelque chose que vous voudriez changer sur le secteur? Alors franchement, vous me prenez de court. Qu'est-ce qui m'agace? Les projets sont parfois longs, complexes. Non, mais les projets peuvent être longs, les projets peuvent être complexes, les projets peuvent s'opposer ou peuvent être confrontés à l'opposition d'un environnement. Par exemple, un environnement, je pense essentiellement d'ailleurs à des riverains, à des associations, à ce genre de choses. Si je reviens sur le projet Morland, il a été extrêmement exemplaire. Je ne sais pas si c'est la dynamique de Réinventer Paris, je ne sais pas si c'est la dynamique ou l'ambition qu'on a mis dans le projet Morland, mais toutes les entités, tous les tiers avec lesquels on a pu travailler ont fait preuve d'un enthousiasme assez exceptionnel, à commencer par les services de la ville dans la préparation, la mise au point du permis de construire, à suivre par l'ensemble des riverains, des associations de quartier, parce que justement on allait prendre le contre-pied d'un bâtiment qui était presque anxiogène, il était très minéral, il était très froid, il était fermé le week-end, on amène un nouveau lieu de vie, et j'ai envie de dire, à ce niveau-là,
à partir du moment où on a la conviction de son projet, il faut le porter haut et fort, il faut communiquer dessus, il faut aller chercher l'adhésion. Alors elle ne va pas être unanime, évidemment, elle ne va pas être universelle, mais il faut, et c'est le b.a.-ba du métier de promoteur, il y a le mot promotion dedans. Voilà, il faut faire valoir, il faut faire savoir, et il faut aller défendre la conviction et l'histoire qu'on a imaginée au moment des prémices de la conception d'un projet. On voit aussi à quel point un projet qui fait sens comme celui-là, encore une fois, on ne va pas le redire, mais une reconversion avec de la mixité, avec en plus un vrai enjeu environnemental et une préoccupation environnementale forte, voilà, peut séduire de nouveaux candidats et leur permettre d'embrasser une carrière dans l'immobilier. Et il y en a un certain nombre aujourd'hui sur le forum. Peut-être pour finir, un petit conseil à cette population qui s'apprête à rejoindre l'industrie de l'immobilier et de la ville. Un petit conseil, je ne sais pas, un avis tout du moins. On est dans un monde qui s'accélère, on est dans un monde qui a des challenges de densification, un monde qui est en train de s'urbaniser de plus en plus, les flux migratoires et notamment les flux de population qui viennent de plus en plus sur les villes. Je parlais de Paris avec une périphérie contrainte, il va falloir à un moment trouver des solutions pour accueillir tout le monde, continuer à vivre ensemble évidemment et le mieux possible. Donc je pense qu'il n'y a pas de conseil universel si ce n'est de l'enthousiasme, si ce n'est de l'envie de faire évoluer les choses. Et à nouveau, le métier de la promotion immobilière, c'est un très très vieux métier, mine de rien, et qui, à des échelles beaucoup plus réduites, est accessible à tout le monde. Il y a énormément de promoteurs qui sont des structures unipersonnelles ou des structures familiales, et ce ne sont pas des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, ce ne sont pas des gens qui sont Bac plus 5, Bac plus 6 ou autres, ce sont des gens qui ont fait preuve de bon sens et d'enthousiasme et d'énergie et d'engagement. Et si j'ai un conseil, si je devais résumer mon avis à ça, c'est... il n'y a pas de limite dans ce monde en transformation et en accélération. Donc il faut y aller avec de l'engagement, il faut y aller avec de l'enthousiasme et du bon sens et du pragmatisme. Merci beaucoup. Et il nous reste 2 minutes top chrono pour prendre une ou deux questions, une sans doute, une question dans la salle. On vous écoute. Ne faites pas les timides, on le sait que c'est la première la plus compliquée. Mais il y a un micro qui vous attend derrière. Bonjour. La question que je me pose, c'est sur la gouvernance de ce projet. In fine, qui dirige quoi? Enfin, comment ça s'organise? Le questionnement, c'est un hôtel est propriétaire. Après, il y a des logements, il y a un syndic. Comment est-ce que ça fonctionne en termes de gouvernance et de... C'est bien beau de travailler tous ensemble sur plein de choses, mais qui décide? Je vais reprendre cette axonométrie. Il y a deux réponses dans votre question. Il y a la gouvernance en phase projet et puis il y a la gouvernance en phase vie ultérieure, je pense. C'est comment ça va vivre et comment on s'assure qu'effectivement il y a une pérennité et que ça ne devienne pas à la fin une histoire qui périclite. Sur la phase projet, la réponse elle est simple. Il y a un maître d'ouvrage, il y a un certain nombre d'investisseurs, j'en ai parlé tout à l'heure, Nuveen Real Estate sur toute la partie tertiaire, I3F sur les logements sociaux, Pearl sur les logements intermédiaires et ensuite 35 futurs copropriétaires qui ont acheté les logements accession à la découpe. Donc un maître d'ouvrage, des investisseurs, des utilisateurs, on est dans un schéma très classique de vente et ensuite de signature de baux commerciaux. Et ça, c'est toute l'aventure, toute l'histoire qu'on a montée jusqu'à la livraison physique de l'opération. Ensuite vient la vraie vie, effectivement, la mise en exploitation. La mise en exploitation, elle est montée évidemment avec notaire et géomètre et avec l'accord de l'ensemble des futurs propriétaires. Donc j'en ai cité 4, les copropriétaires, I3F, Pearl et Nuveen. Nuveen ayant acheté l'ensemble des parties tertiaires sur 43 000 m² et propriétaire d'un peu plus de 28 000 m². On a structuré une ASL de tête qui va gérer la totalité de l'opération. On est sur une grosse division en volume. Globalement, il y a 11 volumes gérés par une ASL de tête, dont la majorité est assurée par Nuveen au travers des 28 000 m². Et derrière ça, se subdivise à cette ASL une copropriété dans le cadre des 35 logements en accession. Mais on a bien une majorité portée par un investisseur privé qui a un intérêt évident à ce que l'immeuble, dans sa globalité, soit bien entretenu et vive. Ensuite, ça c'est la partie, on va dire, organisationnelle. Ensuite, il y a la partie animation. 2 volets dans l'animation. Un petit peu général, c'est la complémentarité des programmes. Parce que quand j'ai parlé de la piscine tout à l'heure, ouverte aux écoles du quartier, ouverte aux clients de l'hôtel, ouverte également aux abonnés du fitness, je n'ai pas parlé de la crèche et de son ouverture le week-end pour organiser les anniversaires des enfants ou des événements pédagogiques ou artistiques pour les habitants du quartier ou les habitants des logements. Je n'ai pas parlé d'une zone de coworking dans l'auberge de jeunesse ouverte
aux futures sociétés qui utiliseront les 9000 m² de bureaux. Je n'ai pas parlé d'agriculture urbaine qui va faire des ateliers pédagogiques pour sensibiliser les plus jeunes à l'agriculture en zone urbaine dense, etc., etc. Et donc tout ça, effectivement, nécessitera, ça va être une des missions du Paris Art Lab qu'on va animer. Je parlais de poumon ou de cœur battant culturel et artistique. Ça va être une de ces missions. Il est sur une surface extrêmement réduite, 300 m², à l'échelle de 43 000, mais de faire vivre aussi et de participer à cette cohésion et cette animation, donc qui, elle, n'est pas réglementaire ou juridique ou structurée, mais qui est bien dans l'animation au quotidien de l'ensemble du site. Et on voit effectivement que cette dynamique de travail collectif, auquel a beaucoup participé d'ailleurs les différents appels à projets innovants, etc., voilà, il ne suffit pas de décider qu'on veut travailler ensemble et qu'on veut juxtaposer les usages, il faut aussi organiser ce travail ensemble. Exactement. Alors, ça a commencé par un certain nombre de futurs utilisateurs qui nous ont rejoints dès les premières heures du concours, j'en parlais tout à l'heure. Les utilisateurs qui nous ont rejoints au fur et à mesure ont rejoint sur un principe d'adhésion à la programmation globale et la philosophie globale du projet. Et en démonstrateur, ce que Julien disait tout à l'heure, on a établi cette maison du projet faite à base de matériaux recyclés, dont la première fonction est de communiquer, de partager, d'accueillir. La deuxième fonction servira de démonstrateur de savoir-faire aux futurs utilisateurs en préfiguration de l'ouverture. C'est-à-dire que l'agriculteur sous les fraises urbain viendra montrer, expliquer ce qu'il va faire sur les toits. Nos amis de Terroir d'Avenir, le marché alimentaire, viendra faire des séances de présentation, de communication et aussi roder un petit peu son modèle. Ça va participer à ça. L'aubergiste également viendra faire des opérations de présentation, etc., etc. Donc on travaille cette préfiguration avant, si j'ose dire, la mise à l'eau du bateau qui interviendra de manière unique. Et qui interviendra à quel moment? 2021. 2021. Donc demain. Et puis on voit là encore que l'immobilier s'enrichit. Il ne s'agit plus seulement de livrer des bâtiments, mais aussi de les faire vivre en amont, pendant l'exploitation, etc. Ce qui sous-entend de nouveaux profils et de nouvelles opportunités pour tous ceux qui souhaitent rejoindre cette industrie. Merci à vous, merci de nous avoir exprimé toute votre passion sur ce projet. Bienvenue à toutes celles, tous ceux qui rejoignent le monde, l'univers de l'immobilier de la ville. Bonne fin de forum, bon après-midi. Merci. Merci.